Bienvenue dans la Blue Chronique, l'émission dans laquelle on interviewe des gens aussi exceptionnels les uns que les autres. Aujourd'hui, j'ai l'honneur d'accueillir Groiken, un speedrunner. Sur ce, bonne vidéo. Avant de commencer l'interview, est-ce que tu veux te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas? Bah ouais, ouais, bien sûr. Alors, je suis Groiken, je suis speedrunner depuis. C'est compliqué, mais on va dire depuis 2017, donc ça fait bien 5 ans et demi maintenant. Mhm. Donc, speedrunner, pour les gens qui ne connaissent pas, c'est un hobby qui consiste à finir des jeux le plus rapidement possible avec potentiellement diverses contraintes qu'on applique. Donc, ça peut être finir le jeu avec soit à 100% ou avec un certain pourcentage de complétion, ça peut être s'autoriser l'utilisation ou non de glitch, ça peut être plein de trucs différents. Et donc voilà, je fais ça depuis 5 ans. Je fais principalement du Celeste, qui est un jeu indépendant, un platformer 2D, Mhm. qui est super chouette, qui a marqué un peu la scène indé en 2018. Et je joue au A jeu depuis priori, mes 2018. viewers connaissent parce que Ok. je me fais chier à 100% le jeu. Ouais, bah du coup, je vous vois. Du coup, si vous voyez, bah, c'est un chouette jeu. Et jouez-y. Ouais, jouez-y, il est super cool le jeu. Ouais. Et donc, comment as-tu découvert le speedrun? Le speedrun, j'ai découvert avec. Enfin, c'était. Je me rappelle plus exactement, mais je sais que très tôt j'ai regardé alors une émission par Rail Myop et Cœur de Vandal qui s'appelle Speed Game et 88 miles à l'heure. C'était une émission à peu près hebdomadaire qui diffusait sur YouTube plein de contenu speedrun, c'était trop cool. Et sinon, via les streams Twitch de Narcissa Wright, qui était une runneuse de Ocarina of Time, qui avait fait des super temps à l'époque. Et c'est à peu près tout. Je regardais pas mal. J'ai aussi beaucoup adulé une run de Super Meat Boy que j'avais trouvé sur YouTube, qui était très très forte et qui était deathless, donc sans mort. Et on s'est rendu compte des années plus tard que le gars avait triché, donc du coup, voilà, super. Ah merde, Ah ouais. Ouais, les voilà. étoiles qui partent d'un coup quand on C'est réalise ça. clair, c'est clair. Ouais, c'est un vrai problème la triche dans le speedrun, mais pour l'instant, bon, ça reste une petite communauté encore, donc il n'y a pas non plus énormément de cas. Mais Ah, je la considère pas tant comme petite que ça, la ça communauté. grandit, mais enfin, c'est pas tant qu'elle est petite que ça, mais c'est surtout qu'il y a peu d'enjeux en fait. Il n'y a pas d'argent dans le speedrun, donc au final, c'est peu intéressant de tricher, à part pour bon, la reconnaissance, des trucs comme ça. Mais donc il y a quand même Ah, moins de motivation à tricher que potentiellement dans le sport ou d'autres trucs comme ça. est-ce que tu as tout de suite aimé le speedrun du coup, quand t'as Ouais, découvert? ouais, ouais. J'ai fait partie enfin assez longtemps au final des gens qui regardaient le speedrun. Je trouvais ça vachement impressionnant et vachement cool, mais je m'étais en fait jamais posé la question. Enfin, jamais, je m'étais jamais dit, tiens, si j'en faisais moi aussi, tu vois. Tu regardes juste les autres jouer, puis toi, tu joues à ton expérience de jeu plus casu et c'est ok. Mais je pense qu'il y a énormément de gens qui juste se posent pas la question et se disent pas, bah tiens, je vais essayer le speedrun. Bon, après, il y a des gens qui aimeraient pas parce que c'est particulier aussi comme hobby. Mhm. Mais tout le monde peut essayer et il y a beaucoup de gens aussi qui ont une mauvaise conception du speedrun dans le sens où ils pensent que c'est super élitiste, qu'il faut être un peu très très fort aux jeux vidéo de base pour jouer, pour faire du speedrun. Alors que pas du tout, au final, tu prends ta manette et puis tu lances le jeu, enfin tu lances un jeu de préférence, un jeu que tu as beaucoup aimé faire en casu, et tu peux directement te lancer. Il y a des ressources partout sur Internet maintenant, et chacun peut faire du speedrun à son niveau. De toute façon, on est tous nuls au début. Il y a vraiment. On peut croire que les gens sont naturellement bons au speedrun, mais en fait, ben, les gens qui sont forts, c'est des gens qui ont des milliers d'heures sur le jeu. Quand tu commences, tout le monde est aussi nul. Et au final, bah, c'est chouette. Surtout, toutes les communautés de speedrun dans lesquelles j'ai fait partie sont super conviviales, sont super à l'écoute. Quand tu demandes de l'aide, bah, il y a toujours quelqu'un pour te donner telle ou telle ressource et tout. Donc voilà. Je vois. Donc, je sais pas où, j'ai pas du tout répondu à ta question. Donc oui, j'ai Si, directement si. bien aimé le speedrun mais c'est que plus tard que que je me suis mis à en faire. Et du coup, si tu t'étais pas dit au début que t'allais commencer le speedrun, comment tu t'es dit au final que tu commençais, c'était sur un coup de tête? Et ben, j'avais essayé un tout petit peu Super Meat Boy à un moment, mais vraiment en mode, je savais pas vraiment comment ça marchait, donc j'avais mon téléphone à côté de moi en mode chronomètre, je recordais rien, enfin je comptais pas du tout, enfin j'étais pas du tout rentré dans la communauté, je vais parler à personne, donc je faisais ça dans mon coin, ça a pas duré très longtemps.
Et en fait, je m'y suis remis parce que dans un jeu très très cool aussi, c'est un autre platformer 2D. Vous allez remarquer qu'il y a une constante parce que c'est vraiment des jeux que j'adore. Qui s'appelle Splasher, c'est un jeu français, donc jouez-y aussi, c'est très très cool. C'est un peu moins rapide, un peu moins bourrin que Céleste, c'est beaucoup plus abordable. Mais, euh, mais il se trouve qu'il y a un mode speedrun dedans. C'est un petit. Donc le dev a fait ça directement, une petite zone où tu enchaînes les niveaux les uns à les autres sans repasser par le hub principal pour aller d'accéder d'un niveau à l'autre. Donc c'est un mode spécialement pour le speedrun donc il y a un chronomètre qui enregistre ton meilleur temps et tout. Et donc du coup j'avais commencé comme ça au final parce que bah pareil je me pose spécialement me poser la question mais comme ça faisait partie du jeu ça m'avait donné envie d'en faire. Et voilà c'est comme ça. Puis après j'ai rejoint le Discord de la communauté Splasher. Puis du coup j'ai commencé à regarder un petit peu comment vraiment on faisait du speedrun etc. Et est-ce que le mode de speedrun de Splasher est un peu comparable au Counter in Game de Celeste ou c'est vraiment un autre mode? C'est un tout petit peu plus avancé dans le sens où c'est pas juste un chronomètre, c'est donc un mode où les niveaux s'enchaînent les uns à la suite des autres, alors que dans le jeu, il y a une zone principale, et puis dans le jeu aussi, il faut collecter un certain nombre de types de personnages pour débloquer la fin, alors que dans le mode speedrun, il y a pas cette contrainte. Et aussi, il enregistre ton temps, ils enregistrent ton meilleur temps, alors que Céleste, c'est vraiment juste un chronomètre basique, et donc faut utiliser des ressources extérieures si tu veux avoir ton meilleur temps. D'accord, je vois. Donc c'est un tout petit peu plus... Comme ça fait partie du jeu, du coup, c'était vachement motivant pour le faire. Mais c'est déjà super cool qu'il y en ait un dans Céleste. Qui est déjà un Hmm. chronomètre aussi dans Céleste. Alors, comment vois-tu le speedrun? C'est compliqué comme question. Dans quel sens? Je sais pas Dans trop le quoi répondre. sens, une passion, une forme de compétition, ou Ah peut-être ouais, ouais. autrement? Je pense que beaucoup de gens le voient différemment. Mais c'est avant tout un hobby, c'est un peu ce que j'expliquais, où la compétition, au final, elle est... Plus tu fais du speedrun, enfin, je pense que ça dépend des gens, mais dans mon expérience, en tout cas, plus j'ai fait du speedrun, plus je me suis rendu compte que la compétition, elle était complètement secondaire. Et ok, sur tous les jeux, tu as des classements avec les meilleurs et tout, et au final, quand tu fais du speedrun, déjà, la plupart du temps, tu compares avec ton propre temps, tu essaies de te battre toi, tu pas de battre les autres. Donc c'est un effort qui est vachement plus centré sur l'amélioration de soi que la compétition avec les autres. Et, euh, et au final, tu te rends surtout compte que aussi c'est vachement un effort communautaire dans le sens où c'est aussi une communauté contre un jeu. Et, et en fait, on est tous là à chercher des strats, à les partager. Dès qu'on découvre une strat, on la partage avec tout le monde. Là où, par exemple, en e-sport, ben, tu essaierais de la cacher pour avoir un avantage sur ton adversaire. Là, du coup, on met tout en commun, on aide ceux qui démarrent, on aide ceux qui ont besoin d'aide, même les joueurs expérimentés qui ont un problème sur un truc en particulier, tout le monde va l'aider. Et en fait, on essaye de minimiser un petit peu le temps de toute la communauté sur le jeu en particulier, donc de ensemble, en groupe, là, comme un groupe, de s'améliorer sur le jeu, de faire augmenter la connaissance sur le jeu, la connaissance du jeu, etc. Je vois, donc quand... là, je vais parler généralement, je parlerai des tiens un peu plus tard. Quand quelqu'un bat un world record, du coup, au final, c'est plus en mode on s'applaudit plutôt que l'aspect punaise, je veux mon world record. C'est ça, mais encore une fois, dépend des gens, mais pour moi, en tout cas, c'est complètement ça. Il y a très peu, enfin, en tout cas, dans les communautés que j'ai fréquentées, hein, encore une fois, c'est peut-être différent pour d'autres jeux, mais ouais, il y a pas du tout de compétitivité, c'est un mot dur à dire. Pas du tout de compétitivité malsaine, en tout cas. Et ouais, ouais, c'est clair que dès que quelqu'un, bah là, Isaac, donc un runner de Céleste qui a battu le world record hein, il y a pas longtemps, c'est le premier sub 26. Bah, tout le monde était super content. On est super content de voir à quel point on a poussé Céleste à bout, même si au final, c'est lui qui est très très fort et c'est lui qui a réussi à faire la run. Hein. On dit pas non plus l'inverse, mais au final, c'est aussi grâce à toutes les recherches de tous les runners qu'on a pu aboutir à un speedrun qui est aussi complet et aussi technique et aussi cool. D'accord. C'est une belle vision du speedrun. Moi, je voyais plus le côté compétitif, mais du coup, quand on est speedrunner, on voit peut-être les choses autrement. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens de l'extérieur ouais, qui voient vraiment les leaderboards, on essaye de se tirer à la bourre. Bon, après, ça n'empêche pas que
qu'on puisse avoir une compétition entre deux joueurs, hein, tu vois. On essaye de chacun battre l'autre pour récupérer, pour, euh, pour le battre, enfin, pour le plaisir de l'avoir battu. Mais ça, il n'empêche que, au final, ça nous a fait diminuer nos deux temps si jamais on est en compétition avec quelqu'un. Donc les deux temps diminuent. Au final, chacun des deux a progressé. Et au final, ça reste une compétition super amicale parce que de toute façon, il y a vraiment rien à la clé, en fait. Je vois, c'est plus le côté du coup pour la motivation, la Ouais, compétition. exactement. Exactement. Chacun trouve sa motivation où il veut. Et il y a des runners également qui sont super motivés par les records du monde en particulier. Et du coup, c'est chouette que ça les motive, quoi. Est-ce que selon toi, il y a des speedruns ou des catégories de speedrun un peu plus ou moins intéressantes à voir que d'autres ou à faire? Ouais, complètement. Il y a des speedruns, ne serait-ce que des jeux. Il y a des jeux qui sont pas du tout adaptés au speedrun, qui sont pas très intéressants. Mais en termes de catégorie, ouais, aussi. Pardon. À regarder. Moi j'aime beaucoup les runs qui sont donc dynamiques, les runs de platformer, c'est trop cool, les runs où il y a peu d'aléatoires, enfin à jouer surtout. En vrai, à regarder, pas forcément, mais à jouer, les runs où il y a peu d'aléatoires, c'est vraiment. Les runs où il y a de l'aléatoire, c'est vraiment un truc qui me mérite le poil parce que c'est ce que je fais en ce moment sur Tunic d'ailleurs. En ce moment, je run un jeu qui s'appelle Tunic et il y a pas mal enfin, il y a un petit peu d'aléatoire et je trouve ça un petit peu frustrant. Parce que C'est t'as vrai que beau jouer à la l'aléatoire. perfection, tu peux perdre du temps sur un truc que tu peux pas maîtriser. Et c'est toujours très frustrant quand tu speedrun. Euh, à En tant que regarder, joueur, je sais pas. peut-être ça doit être drôle de voir les gens réagir sur l'aléatoire. C'est possible, ouais, ouais, ouais. C'est possible. Après, Et je du sais coup, pas quand t'as un trop dans bon le. aléatoire, ça te met une dose de pression en plus parce que tu sais pas quand tu pourras réavoir une pace comme ça qui est un aussi bon aléatoire. Après, du coup, je sais pas dans le cas de Tunic, mais je sais qu'il y a pas mal de jeux où ça se joue à la frame, il y a des manip RNG. Ouais, c'est surtout. Alors, je peux me tromper, hein, mais c'est surtout sur les vieux jeux qu'on peut avoir des manips de RNG, genre les vieux Pokémon, etc. Parce Ouais, que l'aléatoire je marchait d'une manière qui était moins sophistiquée et qui était plus facilement contrôlable. Maintenant, je crois que sur pas mal de jeux, bon, il y a des. Ouais, c'est plus facile d'avoir un aléatoire un peu un vrai plus, aléatoire. un vrai. Ouais, bon, ça restera pas du vrai aléatoire parce que c'est pas possible de générer du vrai aléatoire, mais c'est plus facilement décodable et manipulable en tout cas. Donc, bah, justement, t'en parlais tout à l'heure, mais tu as speedrunné Tunic, Céleste, aussi Messenger et Ouais. Splasher. Ouais. Donc, est-ce que tu as prévu de speedrun notre jeu ou tu préfères te concentrer sur l'amélioration de tes temps? Alors, je suis pas mal sur Céleste, là j'ai encore beaucoup de trucs à faire et là du coup je me suis bien remis. Tunic, j'ai bien 10 secondes à récupérer sur mon PB, donc PB c'est le personal best, donc le meilleur temps. Je sais pas si on l'a dit depuis le début, je crois pas. Je crois pas non Mais plus. souvent quand on parle de son meilleur temps, on dit PB, c'est un terme de speedrun, voilà. Et sinon j'hésitais à apprendre la run de Death Door, je sais pas si tu connais. C'est Oui, je connais un peu. un jeu d'action-aventure, ouais, entendu ISO, qui est vachement cool. Moi, j'aime bien les jeux indés. C'est un jeu indé que j'ai beaucoup aimé faire en casu. J'ai regardé le speedrun et il était super cool aussi. Hmm. Et je me suis dit peut-être. Mais je pense, en tout cas, tant que j'ai du Tunic à faire et du Céleste à faire, je vais rester sur les deux. Ok. Est-ce que tu as un objectif de temps particulier sur un de ces deux jeux ou Alors, Tunic, je pense que je vais essayer de gratter au moins 10 secondes. Donc là, mon PB, c'est. Décidément. Mon PB c'est 17,49, donc je vais essayer de faire un 17,39 au moins, ou un 17 en tout cas, un sub 17,40. Et Céleste, donc je vais reprendre les 10% sur le plus long terme, donc je sais pas encore exactement ce que je fais pour aller chercher comme temps. Mon PB pour l'instant c'est 27,04, donc je sais que déjà je vais faire un sub 27, enfin je vais chercher le sub 27, et je pense pousser plus loin, je sais pas encore, peut-être un sub 26,30. D'accord. Bah, en tout cas, bonne chance du coup pour battre tes PB. Merci. Et c'est fou comme tout est lié parce que justement, j'allais parler de ton temps sur Céleste et Tunic. Ouais. Donc, en effet, sur Tunic, en Any%, tu as 17 minutes 49, qui est actuellement le world record.
Tu as aussi un world record sur la true hunting de Céleste avec 45 minutes et 42 secondes. Comment ça se passe au niveau de l'entraînement pour avoir un tel niveau sur le jeu? Bon, alors déjà, Tunic, c'est un peu plus récent, il y a beaucoup moins de runners, on est 15 je crois sur le leaderboard de Tunic, peut-être un peu plus. Mais bon, dans les deux cas, c'est avoir beaucoup d'heures, en fait, c'est beaucoup s'entraîner. C'est c'est comme je disais tout à l'heure, passe un petit peu le temps qu'il veut sur le speedrun, parce que c'est un hobby comme tous les hobbies, chacun y met la persévérance et l'envie qu'il veut. Et moi, j'aime beaucoup passer énormément de temps sur les jeux. Et donc, Tunic, c'est assez récent, donc j'ai pas tant d'heures. Donc, je vais regarder rapido. Tunic, je dois avoir à peu près 200 heures. Donc, le temps de l'avoir fait plus le temps de speedrun. Et Céleste, mais j'en fais depuis 4 ans. Donc, forcément que j'espère avoir un niveau correct au moins. Et Céleste, j'ai 4400 heures. C'est le secret, c'est qu'il n'y a pas de secret, c'est du travail, quoi. C'est beaucoup jouer au jeu. Je peux également parler des méthodes de progression qui sont pas mal payantes sur Céleste, dans le sens où on essaye de travailler pas mal sur des segments courts, donc des segments d'à peu près 1 minute de jeu, pour essayer de voir vraiment les optimiser au maximum, voir là où on perd du temps sur le mouvement et tout. Et puis ensuite faire des runs complètes pour la régularité, etc. des strats. Euh, Justement, par rapport à Céleste, vu que une mort, techniquement, c'est faire perdre beaucoup de temps, est-ce qu'il t'est arrivé de t'entraîner sur les fraises dorées? Alors non, justement Céleste, je suis pas d'accord avec ce que tu dis. Céleste, c'est un jeu où les morts, justement, elles font pas perdre beaucoup de temps. La plupart du temps, enfin ça dépend de là où tu meurs, bien évidemment, mais Mhm. ce sera souvent aux alentours des 5 secondes, quoi. Donc c'est quand même une perte de temps. Mais Céleste, c'est un jeu avec des écrans très très courts. À la différence où, bah, de certains jeux, si tu meurs, bah, Tunic par exemple, si je meurs, je peux perdre plusieurs minutes, quoi. Et donc, Ah oui, c'est sûr qu'il y a une certaine différence. ouais, ouais, c'est clair. Et donc Céleste, comme à chaque fois, on revient au tout début de l'écran, au final, les morts. Au final, les morts, elles sont pas très coûteuses. Et il y a beaucoup de gens qui sont surpris de voir que même dans les records du monde de Céleste ou dans les top runs de Céleste, il y a quand même des morts. Les gens s'attendraient à avoir un truc parfait. Mais Céleste, c'est tellement exigeant techniquement et tellement rapide que ben, jouer parfaitement, c'est pas possible. On va forcément faire des erreurs. Et justement, quand on arrive à un bon niveau, au lieu de se concentrer sur mourir moins, on va se concentrer sur bah, aller plus vite, essayer de grappiller une frame ou deux à droite à gauche, de grappiller un petit dixième de seconde à droite à gauche, pour Donc au justement, parce qu'on final, sait qu'il va y avoir des erreurs, on sait qu'il va y avoir des morts. Bien entendu, on essaye d'en faire le moins possible, mais c'est plus rentable d'essayer de gagner du temps sur les passages qu'on fait bien que d'essayer de pas mourir du tout, parce que de toute façon, c'est très peu probable que ça arrive. vous préférez essayer d'avoir un dixième de seconde en plus que perdre 5 secondes du coup. Ouais, parce que de toute façon, il y aura des moments où on va les perdre ces 5 secondes. Moi aussi, il y a aussi tout un processus de savoir quelle strat on fait, donc de routing, on appelle ça. Parce qu'il y a des Mhm. strats qui sont plus durs que d'autres, qui font gagner des fois qui ont un rapport gain de temps par rapport au risque qui est pas incroyable. Et chacun fait sa sauce, chacun choisit les strats qu'il veut. Si on veut avoir des bons temps, bah, faut essayer de faire des strats un petit peu avancés, mais c'est pas forcément nécessaire parce qu'on va peut-être plus mourir. Enfin, faut faire un truc qui nous va bien. Et ça prend un petit peu de temps de choisir ses strats. C'est aussi super évolutif. Au fur et à mesure que tu vas gagner en confiance sur le jeu, tu vas en ajouter de plus en plus. Ou alors, au contraire, tu vas décider que bah, celle-là, je l'ai ratée 3 fois, alors que j'avais l'impression de faire le bon truc. Du coup, on va avoir tendance à les enlever si jamais elles rapportent pas beaucoup de temps. Et donc voilà. Mais ouais, on essaye vachement de grappiller du temps sur toutes les salles parce qu'au final, ben, si tu grappilles un dixième de seconde sur chaque salle, ben, au final, en deux trois niveaux, bah, tu as grappillé peut-être 15 secondes, quoi. Est-ce qu'il y a un moment sur un de tes speedruns qui t'a particulièrement marqué? Dans la run en soi ou un speedrun que j'ai pu faire en marathon, qu'est-ce que t'entends comme question? Euh, Comme tu le sens, j'avoue que... Euh,
Mais déjà, c'est quoi un marathon pour expliquer un peu? Ouais, ça peut être cool d'en parler parce que c'est aussi un aspect vachement chouette du speedrun en fait. C'est que, ok, 90% du temps, on est tout seul derrière son PC, bon, peut-être en stream ou pas, mais on joue, on s'entraîne dans notre coin, enfin en communauté, mais dans notre coin. Mais donc, il y a des regroupements qui sont faits assez régulièrement par différentes associations, personnes, etc. Donc on Mhm. appelle ça des marathons de speedrun, donc ça n'a rien à voir avec une course. C'est un événement souvent non-stop pendant soit un week-end, soit une semaine, soit moi ça peut être plus court, hein, où bah, des gens vont être sélectionnés et faire leur speedrun de leur jeu, faire un speedrun de leur jeu donc à la chaîne, donc sans interruption comme je disais. Ok. D'ailleurs, je crois C'est qu'il y en a vachement eu un chouette. récemment, Ouais, il y je a eu crois. Interglitch, donc, qui est un marathon organisé par le French Restream, donc, qui est une association française Mhm. mais ouais, moi je disais que j'avais participé donc il y a pas longtemps à un marathon qui s'appelait Interglitch, marathon français qui est organisé par le French Restream, donc qui est une asso de speedrun française qui organise pas mal de trucs, notamment tous les restreams, donc comme leur nom l'indique, du marathon le plus connu du monde, entre guillemets, qui s'appelle l'AGDQ, donc Awesome Games Done Quick, Mhm. un marathon américain. Et donc il est restreamé en français par cette association, et ils font également un marathon tous les ans qui s'appelle Interglitch. J'ai eu l'occasion d'y participer. T'avais participé pour quel jeu, quelle catégorie? J'avais fait Tunic, une course saignée pour cent contre Evander, et une run de Solar Ash aussi, qui est un autre jeu que je conseille. C'est un platformer en 3D cette fois-ci. C'est par l'équipe qui avait fait Hyper Light Drifter. Alors, je sais pas si tu connais, mais Non, pas spécialement. c'est deux jeux super que je conseille vivement. Du coup, que penses-tu du Tool Assisted Speedrunner? Je trouve que c'est vachement cool. J'aime beaucoup en regarder, surtout sur Céleste. Ils sont très très impressionnants parce que c'est une équipe derrière et je pense qu'il y a peut-être 150 contributeurs sur le TAS de Céleste. Donc TAS, c'est Tool Assisted Speedrun. Donc pour ceux qui connaissent pas, c'est en fait, ça n'a pas vraiment grand-chose à voir avec du speedrun, mais grâce à un logiciel, on va avancer le jeu frame par frame. Donc une frame, c'est le plus petite unité de temps d'un jeu, quoi. C'est une image que génère le jeu. Et on va faire un input, on va choisir les inputs qu'on va faire à chaque frame pour avoir le speedrun, potentiellement le speedrun parfait, le plus optimisé auquel on peut penser, quoi. Et, euh, et les gens font assez souvent l'erreur, pour moi, selon, à mon avis, hein. Les gens font assez souvent l'erreur de le comparer avec la limite humaine, de dire que, ah tiens, si on jouait parfaitement, on ferait ce temps. Alors que c'est pas du tout ok, théoriquement, je peux le concevoir, mais au final, suivant les jeux, notamment sur Céleste, tellement le TAS est dense, enfin est précis et dense en termes d'input, ce sera bien entendu n'a jamais proche qu'un humain puisse faire une performance pareille en fait. Mais c'est pas du tout le but en même temps. Le but c'est de voir des jolies choses, de voir un petit peu les limites techniques du jeu, plus que les limites humaines du speedrun, c'est de voir les limites techniques du jeu, voir à quel point on peut abuser des mécaniques, à quel point on peut manipuler la RNG. Il y en a pas dans Celeste, mais il y a des tasks où c'est vachement intéressant de voir à quel point ils ont pu manipuler la RNG pour avoir un truc absolument parfait, avec des probabilités à une chance sur 100 millions ou je sais pas quoi. Est-ce qu'il y a un cassage de jeu que tu as en tête avec un TAS? Ouais, il y en a plusieurs. Euh, à quoi je pense? Ça, c'est qu'il n'y a pas vraiment de cassage de jeu dans le TAS de Céleste, c'est juste ça joue vraiment très très vite. Quoique dans Mhm. certaines conditions, dans certaines catégories, on peut vraiment abuser de la vitesse, de gain de vitesse en boucle pour au final aller beaucoup trop vite. Et, un truc qui est marrant dans les speedruns, c'est que souvent on voit alors ça peut être des murs, ça peut être des obstacles, genre des spikes dans Céleste, donc c'est les pics qui nous Mhm. tuent. Et on se dit, ah, putain, il est passé à travers, c'est pas normal. Et en fait, tu te rends compte que, bah, comme il avait Ah, les suffisamment de pixels. vitesse, il y a ça sur Céleste, mais de manière générale, quand tu as suffisamment de vitesse, bah, si tu regardes, finalement, bah, tu te rends compte que tellement tu vas vite, à une frame, tu es complètement avant l'obstacle, et à la frame d'après, tu es complètement après. Et du coup, le mur, il Ah, sert plus ok. à rien. Et du coup, c'est ça qui se passe assez souvent dans les tasses, c'est que ben, les jeux, voilà, le jeu n'a pas prévu. N'a pas prévu qu'on puisse aller aussi vite. C'est d'ailleurs ce qui se passe
Il me semble, hein, j'ai peur de dire une grosse bêtise, mais il me semble que c'est ça. C'est ce qui se passe sur Super Mario 64 quand on fait donc une strat, un glitch qui est assez iconique du speedrun de Mario 64 et donc du speedrun en général, qui s'appelle les Ah oui. BLJ, donc les Backwards Long Jump, qui est quand on voit Mario sauter à répétition, faire un saut en longueur en marche arrière à répétition le long d'escaliers. En fait, on accumule énormément de vitesse. Alors, c'est pas forcément une technique de tasse, hein, d'ailleurs, c'est fait humainement. Et au final, Hmm. on se trouve comme la vitesse en marche arrière n'est pas capée, donc on peut augmenter sa valeur en permanence. Et ben à un moment, on est d'un côté de la porte, et au moment d'après, on est à une frame, on est d'un côté de la porte, et la frame d'après, on est de l'autre côté. Du coup, on a complètement ignoré la porte, et c'est Alors, vachement cool. est-ce que c'est sur cette même théorie? Parce que là, du coup, je pense à. C'est pas un bug, mais pas prévu que par le jeu. Est-ce que c'est sur cette même théorie ou c'est un bug de collision dans le chapitre 3 quand ça passe à travers le mur? Je sais pas si tu Dans vois. Céleste, ouais, c'est une tech qui s'appelle, enfin un glitch entre guillemets, qui s'appelle un démodage. C'est différent là, ça a rien à voir avec la vitesse. Ah, Mais d'accord. c'est que donc ça se base sur deux choses pour un petit peu optimiser leur jeu et pour faire qu'il n'y ait pas de temps de trucs de collision à vérifier. Euh, donc il se trouve que entre ça s'appelle des dust bunnies, c'est les blobs de poussière noire entourés de rouge là qu'on voit dans Céleste. Donc ces murs là, ils sont faits de plusieurs donc blobs circulaires, de plusieurs dust bunnies circulaires les uns au-dessus des autres, et ils sont espacés exactement de 4 pixels. Euh, donc voilà, c'est la première chose à savoir. Et la deuxième chose, c'est qu'on a découvert que si on dashait vers le sol, mais qu'on Hmm. redirigeait le dash dans les toutes premières frames de ce dash, on pouvait avoir un dash vers l'avant, mais en conservant la hitbox du dash vers le bas qui est accroupi. Et il se trouve que quand on est accroupi, notre pixel il fait exactement 4 pixels de haut. Et donc au final, si on est exactement sur le bon pixel et qu'on fait un démodage, donc vers l'avant, mais avec notre hitbox accroupie, donc la hitbox, c'est donc la, la taille qu'on fait effectivement. C'est pas la taille qu'on voit à l'écran, mais c'est la taille qui est vérifiée par le jeu pour voir si on va mourir ou pas. Et comme elle fait 4 pixels de haut et qu'il y a exactement 4 pixels entre les deux bunnies, bah on passe. D'accord. Mais c'est Assez précis, ultra c'est pour précis, du ça. coup. Bah, c'est super précis et c'est pour ça que tu nous vois avant de le faire se placer sur un petit muret. On essaie de se placer à un pixel précis du petit muret qu'on peut voir du coup, puisque bah, on est aligné avec un élément du décor. Hmm. Et à partir de ce pixel, eh ben, on fait un saut max, donc un saut en laissant le saut appuyé. Du coup, ça nous donne toujours exactement la même hauteur. Et un saut max, toujours à partir de ce petit pixel sur le muret, bah, ça nous donne exactement la hauteur qu'il nous faut pour passer. S'il y a un seul temps que tu peux améliorer et tous les autres resteraient tels quels, ce serait lequel? C'est compliqué. C'est compliqué parce qu'il y en a tellement. Je pense que, je pense que ce serait les 10% sur Céleste parce qu'il y a tellement parce que c'est une bonne catégorie dans le sens où elle est pas trop longue ni trop courte. Et c'est un petit peu un speedrun parfait. Alors les gens s'en lassent un petit peu parce que énormément de gens ont fait beaucoup trop de 10% sur Céleste et du coup ils ont envie de découvrir d'autres choses. Mais c'est vraiment un chouette speedrun parce que ben, c'est pas trop long. Donc on peut quand même arriver à construire une régularité sur l'ensemble de la run, c'est moins d'une demi-heure. Mais quand même, c'est un speedrun où il y a plusieurs choses à apprendre, plusieurs choses à maîtriser. Sur Céleste, la marge de progression est infinie. Enfin, il n'y a personne qui peut dire aujourd'hui qu'il a maîtrisé Céleste, enfin, ou qu'il ne peut pas devenir meilleur sur Céleste. On peut dire qu'on a maîtrisé Céleste, ça c'est subjectif, mais on peut pas, personne ne peut dire qu'il a atteint qu'il pourra jamais plus progresser sur Céleste parce que il y a tellement de spécificités de mouvement, de petits trucs à aller gratter à droite à gauche qu'au final on progresse toujours. Et dans les 10%, donc c'est une bonne catégorie, donc je pense que je continuerai là-dessus. En plus, c'est ce que je suis en train de faire en ce moment, donc tout bénef. D'ailleurs, on ne l'a pas défini, mais qu'est-ce que les 10% pour les viewers? C'est vrai que je n'avais pas pensé. Les 10%, c'est un petit peu la catégorie, et c'est très souvent dans la plupart des jeux, c'est la catégorie principale. Ça veut dire, en anglais, 10%, n'importe quel pourcentage. Ça veut dire finir le jeu, peu importe, donc sans aucune restriction en particulier, ni en termes de progression nécessaire, ni en termes de glitch autorisé ou pas. On autorise tout dans les 10% de manière générale.
Et, et voilà, c'est juste finir le jeu le plus rapidement possible, c'est la catégorie de base. Et entre l'Any% classique et l'Any% glitchless, est-ce que tu as une préférence entre les deux ou ça dépend du jeu? Ça dépend énormément des jeux. Ça dépend des glitches en fait, qui sont bannis ou pas. Il y a des glitches qui rendent certaines runs complètement ennuyeuses parce que ben, je vais prendre un speedrun que j'ai fait. Donc j'ai pas de temps de regarder de Unrestricted, donc ce qui serait l'équivalent de l'année pour cent, sur Solar Ash, mais de ce que j'en ai entendu parler. Bah, par exemple, il y a un bug où il faut attendre à un certain endroit sur un bloc de shield, donc de bouclier, sur une réserve de bouclier. Et si on attend dans certaines conditions, ça nous téléporte à une autre boîte de shield en fait sur la map. Donc ça fait gagner pas mal de temps parce que ben, ça nous permet de parcourir de grandes distances. Mais quand tu regardes le speedrun, alors que pourtant Solar Ash c'est un speedrun super dynamique où on va très vite et on exploite de la physique un petit peu particulière, mais avec ce glitch du coup on passe beaucoup de temps à apprendre et à attendre, pardon. Et, et du coup, c'est dommage. Et du coup, beaucoup de gens préfèrent la catégorie, donc restricted, celle où on banne ce glitch, parce que sinon, bah, ça fait perdre un petit peu, ça perd un petit peu d'intérêt. Mais à l'inverse, si je prends la run de Tunic, selon moi, la run, donc je fais les 10%, donc la run, on autorise les glitches. Une run, alors, ouais, je crois qu'il y a des catégories non glitchées. On est en train de, c'est une petite communauté, donc on est un petit peu en train de reconstruire un petit peu les leaderboards, mais l'idée d'une run non glitchée, c'est assez linéaire Tunic au final comme jeu. Il y a beaucoup de moments où bah, juste on court parce qu'il n'a pas vraiment moyen de gagner de la vitesse. Et du coup, sans glitch, moi je trouverais ça un petit peu plus dommage. Et je trouve ça super marrant, en tout cas les glitches qui nous permettent de faire des OOB, donc qu'on appelle des out of bounds, donc c'est sortir des limites du jeu qui seraient normalement imposées. Et je trouve ça vachement marrant de voir que bah, des fois tu passes au-dessus des toits, par-dessous le sol. Tu vois le jeu qui est tout noir parce qu'il n'y a pas du tout de décor prévu pour aller à l'endroit où t'es. Voilà, c'est des trucs qui me font marrer dans le speedrun. Donc de manière générale, en vrai, j'aime beaucoup les glitches, j'aime beaucoup les runs glitchés et complètement cassés. Mais dans certains cas, bah, si ça rend le jeu un petit peu chiant, bah, je préférerais Enfin, je préfère les catégories où le glitch n'est pas autorisé, quoi. Je vois. Et selon toi, ou d'une manière définition globale, à partir de quel moment ça c'est considéré comme une manipulation et à partir de quel moment c'est considéré comme un glitch? Ça, c'est vachement dur et ça n'a toujours pas été résolu par les communautés puisque les noms, il y a plein de jeux avec des noms genre no glitches, no major glitches, no skips. Enfin, il y a tellement de mots pour dire des trucs qui au final, c'est du cas par cas et ça dépend de ce que les gens ont envie de faire en fait. Dans le speedrun, si beaucoup de gens ont envie d'interdire un glitch qui est pas intéressant, bah, ils vont avoir tendance à le mettre dans les glitches interdits pour une certaine catégorie. Euh, Ouais, c'est super dur à définir. Je pense que je saurais pas dire en fait. Puis au final, ça a peu d'importance parce que ben tu runs bien comme tu veux, tu runs la catégorie qui te plaît, celle où bah, voilà, tu te plais le plus à jouer au jeu. Et un truc auquel peu de gens pensent, je pense, mais au final, les leaderboards c'est chouette et tout, mais si jamais il y a pas de catégorie que t'aimerais bien faire parce que t'aimes pas un glitch et qu'il n'y a pas de catégorie sans ce glitch en particulier. Bah, rien ne t'empêche de le runner en fait. Et tant pis, tu seras pas sur les leaderboards parce que tu fais pas une run qui est valide pour telle ou telle catégorie, mais tu peux quand même interagir avec la communauté, tu peux quand même progresser et battre ton temps sur la catégorie que tu as inventée. Et au final, bah, si c'est ce qui te plaît, bah, fonce quoi. Et au final, d'ailleurs, c'est qui rend les catégories officielles? Tu sais ou... Ben, c'est un peu obscur parce que beaucoup de choses sur le speedrun est centré autour d'un site web qui s'appelle speedrun.com, qui est un site privé. Donc c'est un petit peu dommage. Je crois que les premiers modes de chaque jeu sont un petit peu attribués aux personnes qui les réclament en premier. Donc ça part de là, mais après, après souvent quand il y a un petit peu d'intérêt pour le jeu, bah, une communauté va se former et du coup les modes vont se nommer, enfin on va nommer d'autres modes, les modes vont se nommer entre eux, enfin il y a, voilà, il y a un genre de hiérarchie qui va se mettre en place un petit peu tout seul, mais les communautés elles sont complètement
autogérante en fait. Il y a personne de speedrun.com qui gère les catégories. C'est vraiment chaque communauté fait sa tambouille et choisit ses catégories. Et, euh, Je vois. et voilà. Et puis voilà, c'est aussi beaucoup de boulot d'être mode parce il faut vérifier toutes les runs qui sont submit. Il faut mettre en place un petit peu tout ça. Il faut rendre accessibles les ressources et tout. Du coup, c'est du boulot, mais voilà, c'est les modes en général. Souvent, de plus en plus, ils demandent vachement à la communauté, notamment sur Tunic. Là, il y a pas longtemps, il y a eu un formulaire pour savoir, nous les runners, qu'est-ce qu'on aimerait voir comme catégorie, qu'est-ce qu'on mettrait dans une catégorie sans glitch, etc. Un truc comme ça. Est-ce qu'il y a une manipulation ou un glitch qui t'a donné un peu du fil à retordre, un peu Hmm. plus difficile que les autres? Ben écoute, notamment sur la run de Tunic en ce moment. euh, alors c'est un glitch qui s'appelle, enfin c'est un wrong warp, donc c'est pas forcément un wrong warp comme on a l'habitude avec Ocarina of Time ou les jeux un petit peu plus classiques. Donc wrong warp, c'est donc Mhm. une mauvaise téléportation. C'est donc au lieu de se téléporter dans la salle juste à côté, grâce à une manipulation, on va se téléporter complètement ailleurs. Là, c'est un peu le même principe. Mais du coup, en gros, sur Tunic, à un moment, on rentre dans une salle et on essaie de sortir de la salle. Mais on a une seule frame on a une frame pour appuyer sur un objet qui verrouille notre position. Et donc, on se téléporterait dans la salle juste à côté en question. Mais on garderait notre position et du coup, on se téléporterait en fait à la fin de la salle d'après, qui est super grande. Ça fait gagner une minute. Ça fait gagner, non, 45 secondes, je crois, à peu près. Mhm. Et du coup, quand on essaye d'avoir des temps bah, comme les miens, on est un peu obligé de faire cette strat. Du coup, faut faire ce trick. Et donc, c'est un trick qui est frame perfect. Ça veut dire qu'on a exactement une frame pour le faire, donc une image du jeu, donc comme je disais, la plus petite unité de temps sur le jeu, est unique. Donc, la manière optimale de le faire tourner, c'est à 120 frames par seconde. Donc, exactement. Donc on a exactement un 120e de seconde pour appuyer sur ce bouton et verrouiller notre position, quoi. C'est encore plus Et c'est difficile dur. que du coup sur le 30 FPS où ce serait Exactement, un exactement. 30e. Du coup, c'est un quart, c'est 4 fois plus dur que si c'était à 30 FPS et 2 fois plus dur que si c'était à 60 FPS. Et voilà, et c'est pas si loin que ça dans la run, mais c'est quand même à 8-9 minutes de jeu. Donc il faut avoir fait tout le début bien, avoir une pace potable pour arriver jusque-là et le faire. Bon, par chance, on a plusieurs essais parce que c'est pas très très long de recommencer. Mais ça a rendu une run. Donc Tunic, c'était quand même la run un petit peu tranquille où il y a des trucs durs, mais il y a rien de très très dur. Et au final, c'est juste être vigilant et pas se faire avoir sur des trucs un peu cons. Ah bah tiens, au milieu de la run, maintenant il y a une input frame perfect à 120 frames par seconde et bon courage. Et c'est pour ça que je vais essayer de pousser un petit peu mon PB jusqu'à, comme je disais, un sub 1740 et après je vais peut-être je vais peut-être laisser couler et voir ce qui se passe parce que c'est un peu frustrant à runner quand tu arrives là et que tu perds beaucoup de temps, puis que ensuite après tu as deux checks de RNG qui peuvent te faire perdre énormément. Donc la RNG c'est l'aléatoire, qui peuvent te faire perdre énormément de temps. Et du coup voilà. Donc c'est le glitch du moment qui m'énerve un petit peu. D'ailleurs, j'y pense maintenant sur le moment, mais pour toi, quel est le pire run killer du jeu d'un jeu que tu run ou peu importe? Qu'est-ce que je pourrais dire? Bah sur Céleste, donc ma spécialité sur Céleste, on n'en a pas encore parlé, mais c'est donc le chapitre bonus qui est sorti un peu plus tard qui s'appelle Farewell. Hmm. Donc si Euh, t'essayes de 100% le jeu, tu vois de quoi je parle. C'est un chapitre qui est Justement, on vachement parlait dur. du true ending tout à l'heure, je Ouais, crois, mais ouais, c'est on l'a vrai que pas ça en fait expliqué, mais le partie. true ending, c'est justement de finir le chapitre 9 de mémoire. Ouais, à partir d'une nouvelle file. Donc il faut faire tous les 10% core, donc le chapitre secret un peu, puis Farewell, le chapitre en plus. Et donc, j'ai beaucoup run Farewell, que ce soit en true ending ou en Niel, on appelle, donc individual level, donc vraiment le niveau en soi pour faire le meilleur temps sur ce chapitre en particulier. Hmm. Euh, et il se trouve que Farewell, bah, il finit sur une salle de 1 minute 30. Et Ah. donc, on parlait du fait que sur Céleste, les morts étaient pas coûteuses.
Bah, quand le chapitre est fini sur une salle de 1 minute 30 sans checkpoint, c'est un peu plus coûteux de mourir. Et du coup, bah, toute la fin, et j'en ai perdu des paces. Voilà, toute la dernière salle, et on fait des trucs qui sont pas si faciles que ça. Il y a rien de très très dur parce que. Enfin, il y a des trucs très très durs qu'on n'a pas implémentés parce que c'était pas raisonnable de les faire dans un chapitre, à un niveau où on peut mourir aussi facilement, enfin, où la mort nous termine la run. Mais il y a quand même des trucs assez durs. Euh, et, euh, et voilà, et on n'a pas le droit de mourir. Et ça arrive de mourir et de perdre les paces à la toute fin, alors que voilà. Mais c'est un super speedrun, hein. Franchement, le speedrun de Farewell, c'est mon préféré. Même si du coup, il y a des fois où t'as pu être frustré par rapport à Ah ce ouais, run c'est killer. c'est giga frustrant, ouais. Mais bon, ouais, c'est clair. Mais il y a tellement de belles choses. Il y a un des glitches majeurs, parce que Céleste, c'est un jeu qui est quand même vachement solide. Et il n'y a pas beaucoup de glitch. Donc il y a le démodage qui est un petit peu un glitch dont je parlais un petit peu plus tôt, où on peut dasher en étant accroupi. Il y a un skip dans le chapitre 5B, donc la phase B du Mirror Temple, s'appelle le Bubs Drop et qui fait skipper à peu près 20 secondes. Mais à part ça, il y a vraiment un seul gros glitch dans tout Céleste, et il est dans Farewell. Ça s'appelle le DTS, donc le Dash Trigger Skip, où grâce à des manips un petit peu chelou au début, on passe au-dessus d'un trigger qui est censé, donc c'est une genre de grande zone invisible, qui est censé nous forcer à un dash pour tout le chapitre, parce que pour jouer à Farewell, t'as un seul dash. En passant au-dessus de cette zone, on garde deux dashs pour tout le chapitre, et en fait, ça sauve plus d'une minute sur tout le chapitre. Et déjà, le glitch est marrant à voir parce qu'on s'envole un petit peu dans les airs. Et ça change complètement la vision du jeu en fait, parce que toutes les salles, on a dû les retravailler parce que maintenant on avait un dash en plus, donc on pouvait faire plein de trucs nouveaux. Et c'est vachement cool. Et il y a une petite misconception qui fait que, je sais pas si c'est un mot français d'ailleurs, mais des gens ont tendance à dire, bah tiens, si t'as deux dash, ça va être plus facile, farewell du coup c'est un petit peu dommage. Mais en fait, pas forcément. La run est peut-être un petit peu plus facile, mais c'est beaucoup plus compliqué que ça parce que comme on a deux dash, on va les utiliser ces deux dash et on va faire des trucs plus avancés que ce qu'on aurait pu faire si on avait un seul dash. Voilà. Alors, tu me dis si je me trompe, mais du coup, ce glitch avec les deux dash, ça repose sur ces petits cristaux roses au début du niveau, c'est ça? Ou pas du tout? Non, alors pas forcément. Donc ces cristaux roses et donnent deux dash pour une utilisation unique, mais on va même avoir le skip avant ça en fait. Ce qu'on va faire, c'est alors au tout début, il y a une cinématique en fait. Et on va la déclencher et sauter en même temps, enfin en gros guillemets, hein, je vulgarise. Du coup, ça va nous faire nous envoler parce que le jeu, pendant la cinématique, il désactive la gravité. Et en fait, on va arriver dans une salle à un endroit où on n'est pas du tout censé arriver. Et il se trouve, c'est que également, pendant cette cinématique, comme c'est une cinématique de scénario, on a temporairement deux dashs parce que voilà, Céleste, c'est la métaphore. Quand on a deux dash, c'est qu'on est réconcilié avec Badlin. Quand on a qu'un seul dash, c'est qu'on n'est plus réconcilié avec Badlin. Et du coup, pendant cette toute première cinématique, on a les deux dash qu'on est censé perdre dès l'entrée dans cette salle. Mais comme on entre dans la salle en question d'une manière qui est pas du tout la manière normale, on garde les deux dash temporairement et on peut passer au-dessus de la zone qui nous remettrait à un seul dash. Bon, c'est un petit peu trop technique c'est enfin, voilà, j'ai parlé un petit peu en détail, c'était pas forcément Ouais, nécessaire, je vois. mais c'est l'idée. En gros, c'est un contournement de trigger, en gros. Ouais, ouais, exactement. Après, au final, c'est peut-être pas plus mal qu'il n'y ait pas beaucoup de glitch dans Céleste parce que le jeu, il est un peu fait pour le speedrun, en quelque sorte. Ouais, 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 c'est un jeu qu'on appelle basé sur le mouvement, en fait, où il n'y a pas de gros glitch qui ferait gagner des minutes entières, mais au final, en progressant et en améliorant la manière dont on se déplace, dont on optimise tous nos sauts, tous nos dashs, toute nos trajectoires, on va grappiller des petites fractions de secondes par-ci et par-là, et c'est ce qui nous fait gagner du temps au final. Et Et aussi, du coup, ouais, c'est beaucoup cool. sur la connaissance dans ce jeu en particulier, parce que du coup, vu que je le 100%, je l'ai très vite remarqué. Chapitre B classique, c'est un chapitre du coup avec les petits trucs d'étoiles, les dreams, je sais plus quoi.
les Dream Block. Ok, Dream Block, merci. Ouais. Et on apprend seulement à la face B du chapitre 7 de mémoire qu'au final, bah, on peut sauter quand on est dans ces trucs et ça donne Oui. une impulsion. Ouais, c'est ça. Il y a toutes les mécaniques, en fait, on peut les faire de base et on les apprend très très tard. Même il y a deux autres mécaniques, donc le wall bounce, pardon, qui est une mécanique où si on dash le long d'un mur et qu'on saute, bah, dash vertical le long d'un mur et qu'on saute, ça nous donne une petite vitesse. Et bah ça, pareil, on l'apprend dans le 7B, donc dans le summit, à la phase B du summit, donc du sommet. J'étais Et, sur le cul d'ailleurs quand j'ai appris ça. et on se rend compte que c'est bien pratique pour gagner beaucoup de hauteur. Et pareil, le hyper dash, donc qui est un petit peu la mécanique phare du speedrun de Céleste. Donc c'est on dash contre le sol et on saute très Hmm. rapidement. Donc il nous donne beaucoup de vitesse vers l'avant en fait. Et ça, on l'apprend à la fin du dernier chapitre du jeu en fait, avant Farewell en tout cas. On l'apprend à la fin du 8C, donc la phase C du corps. Donc vraiment à la toute fin. Ah ok, donc je savais pas du tout qu'on l'apprenait à ce niveau. Moi j'ai appris du coup la manip bien avant Ouais, au grâce au final, je speedrun pense qu'il y justement. a, il y a énormément de gens, que ce soit en regardant le speedrun ou en s'en rendant compte tout seul, je pense, beaucoup de gens qui l'ont appris par eux-mêmes au final, parce que bah, c'est pas si compliqué que ça à faire, et à avoir par accident en tout cas. Et du coup, c'est vachement chouette. Le jeu nous pénalise pas du tout pour ça d'ailleurs, et même nous encourage presque bah, au final, si tu as un hyper dash, si tu sais faire l'hyper dash, bah, tu vas pas forcément appréhender les salles de la même manière, même quand tu joues en casu. Et tu vas avoir tendance à essayer bah, soit de l'utiliser, soit de passer différemment. Et je trouve ça vachement chouette. C'est pour ça que c'est un jeu aussi cool, c'est qu'il y a plusieurs manières de faire les salles et on n'a pas tous la même expérience de jeu. Selon toi, est-ce que n'importe qui peut se lancer du jour au lendemain au speedrun ou est-ce qu'il y a une sorte de prérequis? Ouais, non, c'est ce que je disais, ce que j'ai mentionné assez tôt. C'est que, ouais, pour moi, franchement, bah, à partir du moment où tu as un PC, une console, où tu peux jouer à des jeux vidéo, tu peux faire du speedrun. T'as vraiment pas besoin, alors ce sera pas forcément du speedrun très, comment on dit, très orthodoxe où on a tendance à vouloir enregistrer ses performances pour les submits, donc les soumettre sur le site web speedrun.com. On a tendance à vouloir se chronométrer. Bon, c'est vrai que c'est quand même chouette d'avoir un chronomètre pour faire du speedrun, pour retenir ses temps et tout. Mais bah, on peut juste s'amuser. Enfin, à partir du moment, ouais, allez, à partir du moment où on a un jeu auquel on peut jouer et un chronomètre, on peut faire du speedrun. Et vraiment, D'accord. il y a pas de niveau minimum, il n'y a pas de... Les gens vont pas vous juger parce qu'au début, vous faites des temps nuls, parce que tout le monde a fait des temps nuls au début. Et même on peut faire du speedrun dans son coin, chacun son expérience, hein, mais je trouve ça vachement chouette d'essayer d'échanger avec la communauté un minimum, d'essayer bah, tiens, de poser des questions sur les parties qu'on trouve difficiles, etc. Et c'est vachement Donc au accessible maintenant. final, Si vous voulez vous lancer dans un jeu, tout ce que vous avez à faire en général, c'est de taper dans la barre de recherche de speedrun.com le jeu en question. Vous avez accès aux leaderboards, donc à tous les classements, à toutes les ressources. Normalement, au serveur Discord, s'il y en a un, c'est plus que probable. Et, il y a euh, et aussi là, vous les pouvez petits parler. onglets guides sur Ouais, les guides les aussi, pages en ouais. Ouais. général. Et les forums pour poser des questions, même si aussi ils sont plutôt utilisés. Et voilà. Et au final, l'aspect communautaire, c'est un peu comme moi quand je t'ai posé du coup des questions sur bon, le jeu qui m'a fait te découvrir, qui est Céleste, justement. Ouais, c'est C'est ça, aussi ouais. ça, cet aspect communautaire. C'est ça, au final, on se découvre les uns les autres. Il y a énormément de... Enfin, sur des communautés, même Céleste, qui est une communauté plutôt grosse, ben, au final, on va sans doute, on va souvent sur les streams des gens qui sont live à droite à gauche, discuter, poser des questions. Et puis c'est aussi l'occasion de se rendre compte ah bah tiens, lui, il fait cette strat, peut-être que je vais lui voler, lui, il fait ça. Enfin, c'est, voilà, puis au final, c'est un peu une bande de potes, quoi. Tu te rends compte que bah, tu discutes, t'es, je sais pas, une dizaine, une centaine de jeunes qui ont une passion commune qui est un jeu vidéo en particulier, et voilà, ça crée des liens, tu discutes de choses et d'autres, voilà quoi. Si quelqu'un qui regarde cette interview voulait se lancer dans le speedrun, est-ce que tu aurais un conseil à lui donner? Ouais, peut-être un conseil sur le jeu. Euh, alors, ça peut être, enfin, au final, tu peux vraiment choisir ce que tu veux.
Mais c'est quand même chouette de commencer au moins le speedrun avec un jeu du cœur, un jeu qu'on a énormément aimé quand on était jeune, un jeu qu'on est en train de faire justement et qu'on kiffe, un jeu qu'on a adoré aimer jouer, surtout en termes de gameplay en fait, parce que c'est un jeu auquel on va passer beaucoup d'heures et du coup on va avoir l'occasion d'y jouer beaucoup. Voilà, souvent c'est une bonne idée pour commencer. Et du coup, comme je disais, va sur speedrun.com, tape le nom de ton jeu, regarde une run, si ça se trouve, ça va être ennuyeux et tu vas peut-être avoir envie de choisir un autre jeu. Mais si c'est vraiment le jeu que tu veux faire, ben, à la limite, va sur le Discord de la commune, tu peux voir des ressources, etc. Regarde une run, même pas forcément, tu peux carrément te lancer dans la run directement sans avoir regardé de trucs au préalable. Si tu sais comment aller à la fin rapidement et tout, tu peux te faire tes propres strats et tout. C'est aussi, C'est aussi, comment je vais dire ça? Il y a plusieurs manières de progresser en speedrun de démarrer un speedrun, entre guillemets plutôt. Et soit on va directement chercher à être fort et à vouloir progresser de manière optimale, on va regarder plein de ressources, on va vouloir étudier le record du monde, étudier d'autres runs déjà, s'entraîner sur les parties individuelles pour pouvoir progresser de manière la plus opti possible. C'est vachement chouette en vrai. Moi j'aime bien faire ça. Mais il y a aussi des gens bah, ça les ennuie, quoi. C'est pas très très fun parce qu'on met du temps avant de faire des runs, etc. Et du coup, c'est tout à fait possible bah, de commencer, juste de lancer le jeu, quoi, et sans regarder. On n'aura pas forcément un temps incroyable, mais sans regarder de ressources. C'est super marrant de se faire son propre routing, de soi-même découvrir des petites optimisations. Même si la commune les a déjà trouvées, c'est pas le souci, c'est quand même une fierté de trouver soi-même des petits trucs. Et c'est pour beaucoup de gens, je crois que c'est une approche qui est plus fun du speedrun que directement se lancer dedans de manière complètement boring. Je vois. Et puis, comme tu le disais tout à l'heure, de toute façon, à chaque style de jeu, il existe une catégorie Ouais. adaptée. Ouais, c'est clair, faut vraiment avoir envie faire ce qu'on a envie, quoi. Il y a, on trouve énormément sur les communautés, et c'est chouette, hein, on en trouve énormément de ressources sur comment progresser bien, vite et de manière optimale, comment s'améliorer, mais il faut pas oublier que au final, le principal moteur, c'est le fun, quoi. Et que si tu t'amuses pas en faisant du speedrun, bah déjà, ça sert à rien parce qu'il y a rien à gagner au speedrun, ce sera pas ton job, tu vas pas gagner des compétitions, enfin, même si tu gagnes des compétitions, tu vas pas gagner d'argent. Et de deux, s'il n'y a pas de fun, il n'y a pas de motivation et t'as beau apprendre toutes les strates que tu veux, bah tu vas arrêter de jouer au bout d'un moment parce que tu t'amuseras pas, quoi. Donc, faut vraiment faire ce qui nous plaît, et c'est le principal, je pense, dans le speedrun. Je vois. Donc, on en a fini avec mes questions. Maintenant, du coup, il y a la partie questions de la communauté, comme je te disais au tout début. C'est principalement un Tommy Fever qui s'appelle Tomato qui les a posés, pour le petit contexte. Salut Et du Tomato. coup, en moyenne, combien de temps passes-tu par jour à speedrunner? Euh, alors, ben écoute, j'en fais assez régulièrement après le boulot, donc je pense peut-être 3 heures par jour en semaine, et les week-ends, bah, ça dépend, mais si je suis à la maison, ouais, il y a moyen que j'en fasse bien 5 6 heures. Ça dépend du jour le jour, mais ouais, c'est vraiment les journées typiques. Quand je suis à la maison, je peux faire 3 heures en semaine et 6 heures un jour de week-end. Bon, ça t'a un peu répondu sur le tas. Mais la question c'était que penses-tu du milieu du speedrun? Bah, c'est un milieu qui est chouette. C'est un milieu qui est vachement accueillant en fait. Et, et tu sens bien que c'est parti vraiment d'une toute petite communauté de niche en fait. Et les gens sont vachement accueillants et ont vachement envie de partager leur passion. C'est un milieu de passionnés en fait. Et encore une fois, je me répète, mais comme il n'y a pas grand-chose à gagner dans le speedrun, les gens qui sont là, ils y sont uniquement par passion. Et ça se sent, et c'est super accueillant. La commune de Céleste en particulier, enfin même toutes les communes dans lesquelles j'ai fait partie, mais la communauté de Céleste est vraiment accueillante de tous les profils de personnes, hein, notamment des communes LGBT, etc. Bah, notamment parce que c'est une des thématiques principales du jeu. Du coup, beaucoup de gens ils sont venus par là. Mais de manière générale, enfin, j'ai aucun.
j'ai eu aucun souci d'accessibilité et d'accueil dans la commune. Est-ce que tu as déjà vu un speedrun que tu as trouvé suspect? Euh, Alors, je t'avoue que comme je suis pas mode et que je suis pas vérifieur de run, Oui, je me non, juste suis en pas tant que viewer. forcément posé la question. Euh, non, peut-être que je suis naïf aussi et que j'ai envie d'y croire, mais c'est vrai que dans la commune Céleste, en tout cas, on n'a pas eu énormément de cas de triche, on en a eu surtout un. Euh, mais non, ça m'est pas arrivé. C'est lequel le cas de triche qu'il y a eu sur Céleste? J'en ai pas trop entendu parler. Non, bah ça a été couvert assez proprement, enfin pas. On n'est pas allé le créer sur les toits, mais ouais, c'est un runner. Bon, je vais pas dire son nom, mais c'est un runner qui était présent dans la commune depuis assez longtemps, qui était très 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 fort, hein, qui est très talentueux, mais qui voilà, qui a eu marre de grind et un jour il a juste donc on appelle splicer, donc c'est une action qui consiste à prendre plusieurs bouts de run pour en faire plusieurs voilà, fragments pour en faire une run unique qui n'a pas été fait en même temps, donc qui est pas valide. Et donc c'était record du monde à l'époque, qu'il a posté. En plus, c'était dans des conditions un peu chelou. Enfin, euh, bon, voilà, c'était un passage un petit peu obscur, mais on s'en est vite rendu compte. On a vite viré la run et banni la personne en question. Je crois qu'il y avait eu aussi un grand drama par rapport à un jeu Zelda aussi sur The Fragmented, mais Ouais, après sur les grosses commus comme Zelda et Mario 64, je pense qu'il y a eu plus de cas. C'est toujours un petit peu sensible enfin un petit peu particulier à gérer parce que ben comme c'est pas un niveau professionnel, bon, il n'y a pas beaucoup de triche, mais c'est pas forcément facile de la détecter parce que les gens sont pas vraiment formés pour ça, hein. Tous les modérateurs, mm, tous ceux qui vérifient les runs, c'est des bénévoles qui sont juste passionnés par le jeu. Et, euh, et du coup, bon, voilà, on est quand même en train de développer des techniques, je crois, pour faciliter un petit peu la détection de triche. Bon, voilà, c'est toujours du cas par cas. Je sais il y a pas mal de soucis en ce moment dans le speedrun de Minecraft. Il y a beaucoup de soucis de triche, euh, avec de gens je crois le Nether, pardon? avec le Nether et les échanges, je crois. Il y a Coucou ça, Dream. et je crois que... Oui, mais c'est pas le seul, hein. Il y a eu beaucoup d'autres cas encore plus récemment. Et voilà, des gens qui modifient les probabilités d'apparition de certains objets, de certains ennemis. Je sais pas exactement, je connais très peu Minecraft, mais voilà. Je crois que c'est les objets qui sont essentiels à activer le Ouais, portail de Feng. Je crois oui, que oui, c'est oui, de c'est la un truc triche. comme ça. Tu dois avoir raison. Et du coup, Enfin, il bah me semble, voilà, mais il doit ce y en qu'il y a, avoir d'autres qui existent. c'est que ça n'empêche pas que ce soit des gens qui soient très bons au jeu, parce que voilà, ils ont quand même une capacité d'analyse qui est chouette, ils ont quand même, ils poussent quand même, enfin, ils ont quand même une connaissance du jeu qui est incroyable, mais voilà, si tu modifies ne serait-ce qu'un tout petit peu les probabilités pour avoir des objets plus rapidement, bah tu passes de grind de peut-être un truc que tu devrais avoir toutes les 100 runs, tu l'as toutes les 10 runs, et du coup tu t'améliores beaucoup plus vite, et c'est pas du tout juste pour les runners qui jouent normalement, quoi. Est-ce que le speedrun a déjà eu un impact sur ta vie personnelle? Ben écoute, un impact en particulier, genre un point d'impact, je saurais pas le dire, mais c'est mon hobby principal depuis 5 ans, donc ça a changé ma vie, quoi. Ça m'a fait rencontrer également plein de potes, en fait. J'ai plein de potes partout dans le monde parce que c'est des communes qui sont internationales et online grâce au speedrun que j'ai rencontré IRL après. Même des potes en France. Enfin, ouais, c'est grâce à ça que j'ai construit une bonne partie de ma vie sociale, ma vie post-travail, quoi. Donc c'est cool. Je pense qu'on peut Oui, au dire que ça a eu final, un c'est impact sur ma vie, un bel impact en effet. c'est clair. Selon toi, y a-t-il une limite d'âge pour le speedrun? Alors, pour être précis sur la question, est-ce que la diminution des réflexes dus à l'âge peut être compensée par l'entraînement ou alors ça ne suffit pas pour être au maximum performant? Ben, je sais pas trop. Je sais que même en termes d'e-sport, pendant longtemps, on a dit qu'au-delà de 35 ans, on pouvait plus faire d'e-sport parce qu'on avait moins de réflexes, etc. Ce qui est vrai, hein, mais je crois que régulièrement, il y a des gens des joueurs qui trompent un petit peu ces stats et qui sont toujours en activité alors qu'ils sont plutôt jeunes. Euh, je sais pas. Peut-être que c'est clair qu'à 80 ans, on va avoir du mal à,
à aller chercher des records du monde sur des jeux super compétitifs comme Mario 64 ou Celeste. Mais comme je l'ai dit à plusieurs reprises dans l'interview, le speedrun, c'est plus que aller chercher des records du monde et des temps ultra compétitifs. C'est avant tout de s'éclater sur des jeux qu'on a bien aimé faire en casu, des jeux du cœur, etc. Et je pense que ça, il n'y a pas d'âge pour essayer de battre son temps sur, d'apprendre des nouveaux speedruns, de battre son temps sur peu importe les jeux. Ce qu'il y a, c'est que l'avantage, c'est que si à un moment donné, tu en as marre d'un jeu, que tu n'arrives plus à battre ton temps sur un jeu, que ça peut être à cause de l'âge, hein, ça peut être à cause de plein de raisons, pardon. Il y a plein de jeux il y a plein d'autres jeux que tu peux apprendre en fait, sur lesquels tu repars de zéro voilà, c'est un processus d'apprentissage et ça peut être chouette. La partie apprentissage, en vrai, elle est super fun dans le speedrun. Il n'y a pas que la partie. C'est sûr que c'est plus confortable de maîtriser un jeu depuis plusieurs milliers d'heures et de faire toujours la même chose, mais apprendre les jeux, c'est aussi super fun. Et les montrer à la communauté speedrun de manière générale via des marathons, ça peut être aussi un kiff. Et il y a toujours des choses à faire en speedrun, je pense, même quand on n'a plus les doigts de nos 20 ans. Donc au final, si je résume un peu, au final du coup, même si ça suffit pas forcément avoir des records, pardon, ça reste un kiff et le speedrun peut être une nouvelle découverte des jeux qu'on a aimés. Ouais, c'est clair. C'est vrai que ça j'ai pas vraiment mentionné, mais c'est l'expérience qu'on a en speedrun. Des fois, c'est une expérience du jeu qu'on a fait en casu de manière un petit peu extrême. Si je prends le cas de Céleste. Être fort au speedrun de Céleste, c'est être fort à Céleste, c'est maîtriser les mécaniques au maximum. Et il y a certains jeux où, à l'inverse, bah, ça n'a rien à voir avec l'expérience casu. J'aime bien prendre l'exemple de The Witness. Je sais pas si tu connais The Witness. Ouais, le jeu d'énigmes, ouais. Exactement, c'est un jeu d'énigmes qui retourne le cerveau avec une DA assez chouette, qui est assez, voilà, qui est corsé, quoi. C'est pas un jeu facile, mais c'est un jeu super lent, un jeu de réflexion, etc. Mais donc les puzzles du jeu sont pas générés de manière aléatoire. Ils ont toujours la même réponse, la même solution. Et du coup, le speedrun, il est vachement intéressant parce qu'il a rien à voir. C'est pas du tout un jeu d'énigmes, c'est un jeu Ah de bah c'est sûr. précision parce que tu vas devoir résoudre les problèmes à la souris le plus rapidement possible. Donc c'est un jeu d'exécution vraiment au pointeur de souris. Et même des fois, les runners, ils se mettent dans des positions super précises et ils vont activer un puzzle qui est genre à 60 mètres quoi, de eux. Et tu vois, il fait 3 pixels Ouais. sur ton écran, mais ils arrivent quand même à naviguer le long du cadran pour aller pour aller faire le petit chemin pour résoudre le puzzle. Et c'est vachement impressionnant à voir, c'est vachement chouette. Et ça n'a rien à voir avec l'expérience de jeu de base. Et c'est ça qui me fait rire, c'est que des fois, les speedruns, ça peut être complètement inattendu en fait. Bah, encore une fois, merci d'avoir accepté cette interview. Souci, merci, ça me fait plaisir. Ça me fait toujours plaisir de parler de speedrun. Et bah, si tu veux, n'hésite pas à nous dire où est-ce qu'on peut te retrouver. Écoute, tu peux me retrouver sur Twitter, @groiken, sur Twitch, groiken également, twitch.tv/groiken. Je fais pas mal de Tunic et de Céleste en ce moment. Je stream pas spécialement régulièrement, mais quand voilà, ça m'arrive, et du coup, n'hésitez pas à follow. Et sinon, c'est à peu près tout. Voilà, c'est la fin de cette interview. J'espère que vous l'aurez apprécié. Et on se retrouve une prochaine fois pour une prochaine Blue Chronique.